C'est le moment de retrouver notre panel de journalistes. Joël Denis Bellavance de la presse, Catherine Lévesque du National Post et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On va commencer avec les conservateurs parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qui concernent les conservateurs. D'abord, ce sondage de la firme Nanos qui démontre que les conservateurs prennent une avance significative sur les libéraux. En fait, une avance de 5 points. C'est plus que la marge d'erreur. Les conservateurs n'ont pas de chef, sont en course au leadership. Joël Denis, je commence avec vous. Qu'est-ce qui explique cette avance des conservateurs à ce moment-ci? C'est peut-être que les Canadiens expriment l'espoir de voir un chef ou l'autre prendre la barre du Parti conservateur, soit Pierre Poilievre, soit Jean Charest ou Patrick Brown. Donc, compte tenu qu'il n'y a personne à la tête du Parti conservateur, ça semble donner des ailes au Parti conservateur. C'est assez paradoxal, mais je pense que c'est un peu le résultat de ce sondage. Donc, j'accorde, peu d'importance à ce résultat. Évidemment, on est loin d'une élection fédérale, mais quand on mesure les appuis au Parti conservateur en nommant des chefs, les résultats sont hauts. Donc, je mettrai un peu de bémol à ce résultat-là. Mais pour les conservateurs, les militants, ça peut être encourageant de voir qu'il y a peut-être de l'espoir pour eux un jour ou l'autre. Oui, Catherine, on va rester avec les conservateurs parce qu'on apprenait aujourd'hui qu'un premier député du Québec, Pierre Paulus, appuie Pierre Poilievre dans la course au leadership. On se serait attendu à ce que les députés du Québec appuient Jean Charest. Qu'est-ce qu'il faut en penser? En fait, je pense que la grande majorité des députés conservateurs appuient Jean Charest, ça c'est bien certain, sous le leadership d'Alain Raïez, qui a tenté de rallier tout le monde. Mais là, moi, ce que j'entendais, c'est que Pierre Paulus, on disait à l'interne, écoutez, il n'arrive pas à se brancher, il ne prend pas de décision, il veut rester neutre. Visiblement, ça a changé pour lui. Alors là, moi, j'ai plusieurs questions, à savoir, Monsieur Paulus avait quand même été très, très critique de ses collègues qui avaient appuyé le convoi de camionneurs il y a quelques mois, incluant Pierre Poilievre. Monsieur Paulus avait quand même parlé de ces manifestants comme étant des anarchistes. Donc là, je me demande comment est-ce qu'il arrive à réconcilier cette position avec celle de Monsieur Poilievre qui finalement capitalise sur ce mouvement-là pour sa popularité. Ensuite, je me demande est-ce que ce n'est pas une façon peut-être un peu opportuniste pour lui de voir que Monsieur Poilievre, il est le meneur et M. Paulus, en étant le seul député québécois qui l'appuie, pourrait peut-être se magasiner un poste assez intéressant peut-être si jamais M. Poilievre est élu chef. Oui, vous dites c'est le seul. Est-ce qu'il y a d'autres députés, toujours Catherine, du Québec, qui pourraient appuyer Pierre Poilievre? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ça? Ça me semble peu probable à ce moment-ci. C'est sûr que, M. Berthold est le chef adjoint, donc il ne peut pas prendre position. Mais écoutez, si jamais la campagne de Jean Charest va très mal, qui sait, peut-être que quelqu'un pourrait décider de changer de position et de changer de camp. C'est sûr que ça créerait tout un drame, je crois, dans le caucus du Québec. Ouais. Yves, on va poursuivre justement sur la course au leadership. Il y a au moins 8 candidats dans la course. Le dépôt, la période des dépôts de candidature, je devrais dire, ça se termine demain, vendredi. Pierre Poilievre, évidemment, attire toujours des foules importantes. Jean Charest, je dirais, mène une campagne plus discrète. Qu'est-ce que vous pensez de l'allure de cette course jusqu'à maintenant? Écoutez, ça s'adresse aux partisans conservateurs et non pas à la population en général. Donc, c'est excessivement ciblé ce que les candidats font. Monsieur Poilievre, je crois, fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire participer à toutes sortes d'assemblées partisanes. Et M. Charest ne semble pas encore tout à fait là. Il prend des positions qui sont en contradiction avec des positions qu'il a prises dans le passé. Et ça démontre peut-être un peu qu'il s'inquiète de l'allure de cette course-là, qui, à ce jour, semble nettement avantager M. Poilievre. Oui, et Joël Denis, pour conclure justement sur cette course, le nouveau leader va être choisi le 10 septembre. C'est dans 4 mois et demi. Est-ce que l'avance de M. Poilievre vous semble insurmontable à ce stade-ci ou s'il est beaucoup trop tôt pour en parler? On va voir. On aura une meilleure idée, je pense, le 3 juin. Ça, c'est la date limite pour la vente de cartes de membership. À ce moment-là, on saura quel camp a vendu combien de cartes. Mais visiblement, le camp de Pierre Poilievre bombe le torse, affiche une confiance assez impressionnante. Et les foules que M. Poilievre attire en ce moment est un phénomène en soi. On n'a pas vu ça dans une course de leadership depuis 2013, quand Justin Trudeau était lui-même candidat dans une course de leadership du Parti libéral. On voyait des foules aussi se déplacer. Maintenant, le défi pour Pierre Poilievre, c'est de s'assurer que ceux qui se pointent à ces événements achètent aussi des cartes de membres et votent pour lui. Ça, c'est moins sûr. Mais je présume que M. Poilievre prend les moyens, son équipe prend les moyens
pour s'assurer qu'ils prennent des cartes de membre. Donc, l'avance de M. Poilievre semble être assez intéressante. Oui, au moment où on se parle. Bon, autre nouvelle cette semaine, ça a été l'annonce d'une enquête indépendante sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au blocus des camionneurs au mois de février dernier. Le gouvernement Trudeau a attendu à la toute dernière minute pour faire cette annonce. Catherine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, c'était un peu opportuniste là, quand ils ont dit nous avons pris l'initiative là, d'avoir cette enquête. En fait, c'était dans la loi, donc ce n'était pas leur initiative du tout. Donc oui, ils ont attendu à la dernière minute. Maintenant, ma question, c'est bien tant pour le comité parlementaire qui doit se pencher là-dessus que pour cette enquête publique, est-ce qu'on arrivera réellement à aller au fond des choses? Parce qu'actuellement, et on en a vu un exemple assez éloquent quand les ministres Mendicino et Lametti étaient devant le comité, ils ont témoigné cette semaine. On n'a pas eu beaucoup de réponses. Là. Finalement, les ministres se sont contentés de dire écoutez, je ne peux pas discuter de tel aspect, c'est un secret ministériel, voilà, donc c'est protégé par le secret ministériel. Alors là, moi, ma question, c'est à quel point est-ce que le juge Rouleau pourra réellement consulter ces documents confidentiels et savoir qu'est-ce qui s'est dit derrière les portes closes, parce que sinon, on ne réussira jamais à avoir des réponses là en faisant témoigner des ministres ou des membres du gouvernement seulement. Oui, c'est ça, Yves, parce que l'enquête va donc être présidée par le juge Paul Rouleau. Ça n'a pas été clair cette semaine s'il pourrait avoir accès à tous les documents classifiés. Est-ce qu'on peut s'attendre à un processus qui va être transparent, selon vous? Transparent, on peut présumer que oui, mais en même temps, on se retrouve dans une situation où le mal est fait. On se demande est-ce que le gouvernement avait réellement besoin de cette loi des mesures d'urgence. On peut en douter parce que les pouvoirs policiers avaient un certain nombre d'outils entre leurs mains pour bouger. Mais on est aussi à un niveau où est-ce que la population s'intéresse vraiment aux conclusions de cette enquête-là? Ce que les gens voulaient, c'est que le centre-ville d'Ottawa soit nettoyé, si vous me permettez l'expression, et de faire une espèce de post-mortem de tout ça, c'est bien intéressant pour les politiciens. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est de très peu d'intérêt. Oui. La population qui est passée à un autre appel à partir du moment où les rues d'Ottawa ont été débloquées finalement. Je veux vous entendre en terminant sur une autre nouvelle qui était très attendue et qui va être confirmée demain. Moderna qui a choisi Montréal pour implanter son laboratoire de fabrication de vaccins ARN messager. On sait que Toronto était dans la course. Joël Denis, ça veut donc dire que M. Trudeau et Legault vont se retrouver sur la même tribune demain à Montréal pour la première fois depuis les élections fédérales? Oui, je me demande si Justin Trudeau va référer à son homologue québécois par son prénom, François, comme il le faisait avant le déclenchement des élections fédérales. À ce moment-là, c'était les deux meilleurs amis au monde, mais ça s'est transformé en cauchemar parce que M. Legault a fait campagne contre les libéraux Justin Trudeau et le NPD, disant que c'était des partis centralisateurs. Mais je pense qu'on va enterrer la hache de guerre officiellement demain, vendredi, lors de cette annonce, parce que c'est une annonce qui est importante, non seulement pour le Québec, mais pour le Canada, parce que Moderna va installer une première usine à l'extérieur des États-Unis et pas n'importe laquelle. Comme vous l'avez dit, c'est pour produire un des vaccins les plus recherchés contre la COVID-19. Et il va aussi avoir un centre de recherche qui va mener d'autres recherches pour fabriquer d'autres vaccins contre d'autres maladies, peut-être une autre pandémie. Donc, c'est un pas énorme que le Canada fait pour reconstruire son secteur de biofabrication. Donc, je pense que à la fois M. Legault et M. Trudeau vont se péter les bretelles lors de l'annonce de vendredi. Catherine, pour revenir justement jusqu'à quel point sur l'importance de l'avenue de Moderna à Montréal, c'est quand même une nouvelle d'envergure là, pour le Québec. C'est important, cette nouvelle qui va être confirmée demain. Oui, tout à fait. Je suis sûre que M. Champagne jubile en ce moment parce que c'est une victoire pour lui aussi. Quand même, il démontre qu'il peut livrer pour le Québec, qu'il peut amener effectivement une industrie pharmaceutique très importante là, dans le Grand Montréal. Et en fait, moi, je me disais, bon, c'est une victoire pour le Québec, mais est-ce que c'est une défaite aussi pour Toronto et pour l'Ontario? Donc, vraiment, j'ai hâte de voir en fait la dynamique entre M. Trudeau, M. Legault demain. J'ai hâte de voir s'ils sont aussi chaleureux, mais j'ai hâte aussi de voir à quel point le ministre Champagne sera excité de tout ça. Mais oui, en fait, je pense qu'on peut vraiment parler d'une bonne nouvelle vraiment pour le Québec et Montréal. Yves, parce qu'il faut le dire, c'est le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, qui a piloté l'avenue de Moderna au Québec. C'est pas son premier bon coup non plus quand même. Plusieurs prêtent au ministre Champagne des ambitions à la chefferie du Parti libéral.
si, évidemment, le poste se libère éventuellement. Est-ce que ça pourrait mousser son éventuelle candidature? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne crois pas nécessairement parce que la politique, c'est tellement long avant d'aboutir à quelque chose. Moi, je pense plutôt que le signal qu'il faut voir ici, Oui. c'est que c'est une victoire du Québec sur l'Ontario, ce qui est excessivement rare, d'une part. Et il faut pas oublier non plus qu'il y a une campagne électorale qui commence en Ontario la semaine prochaine. Et M. Trudeau n'avait pas nécessairement intérêt à donner trop de munitions à M. Ford pour mousser sa candidature. Alors, je pense que ça fait partie d'un certain ordre des choses qui pourrait éventuellement, à long terme, bénéficier à M. Champagne. Oui, Joël Denis, si on va terminer avec ça, l'impact de cette nouvelle, l'avenue de Moderna au Québec, sur la campagne électorale qui débute en Ontario? Ben, je ne pense pas qu'on va en faire un grand cas. Monsieur Ford dépose aujourd'hui, jeudi, un budget et qui est quand même assez, oui, son budget qui est quand même assez intéressant pour les contribuables parce qu'on va accorder une certaine baisse d'impôts au moins nantis. Donc, et il a préparé quand même soigneusement le lancement de cette campagne. Il y a eu des annonces qui ont été faites avec M. Trudeau, notamment sur le financement des services de garde, plus de 10 milliards de dollars qui vont rentrer dans les coffres de l'Ontario au cours des 5 prochaines années et qui vont permettre de réduire la facture des frais de garde en Ontario qui étaient quand même incroyablement élevés, près de 1 500 $ pour faire garder un enfant par mois. C'est quand même presque le prix de... pas tout à fait le prix d'une hypothèque en Ontario, mais la moitié à tout le moins. Donc, il y a eu des bonnes nouvelles aussi dans le cas de Doug Ford qui ont été soulignées avec d'autres annonces, secteur automobile également. Donc, l'Ontario a eu sa part du gâteau. Maintenant, c'est au tour du Québec. Joël Denis, Catherine et Yves, merci de votre analyse. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.